Au début des années 80, 21 rue de l'Odéon à Paris, dans 3 chambres de bonne mansardées réunies en appartement, vit un sage. La légende prétend qu'insomniaque, il travaille la nuit et ne voit jamais personne. Bien que plusieurs de ses livres aient été récompensés par des prix, qu'il a tous refusés, le grand public l'ignore. Mais l'homme ne s'en soucie guère. Émile Cioran, ou Cioran tout court, comme on dit Voltaire, Rousseau ou Nietzsche, se contente de penser et d'écrire à son rythme. Il est incroyable que la perspective d'avoir un biographe ne fait renoncer personne à avoir une vie. Un portrait n'est intéressant que si l'on y consigne les ridicules. C'est pourquoi il est si difficile d'écrire sur un ami ou sur un auteur contemporain qu'on respecte. Ce sont les ridicules qui humanisent un personnage. Si Nietzsche, Proust, Baudelaire ou Rimbaud survivent à la fluctuation des modes, ils le doivent au désintéressement de leur cruauté, à leur chirurgie démoniaque, à la générosité de leur fiel. Ce qui fait durer une œuvre, ce qui l'empêche de dater, c'est sa férocité. Affirmation gratuite, considérez donc le prestige de l'Évangile, livre agressif, livre venimeux s'il en fut. En 1986, un petit livre de portraits, Les exercices d'admiration, le fait enfin connaître. Cioran devient une référence, le moraliste de notre fin de siècle. Mais de ce moraliste, on ne sait presque rien, si ce n'est qu'il est roumain d'origine, qu'il a abandonné sa langue pour le français, jusqu'à devenir l'un de nos plus grands prosateurs, et que, contrairement à sa légende, il connaît beaucoup de monde. Voir les choses telles qu'elles sont rend la vie presque intolérable. Moi, parce que je crois avoir vu, disons en partie, les choses telles qu'elles sont, je n'ai pas pu agir. J'ai toujours resté en marge des actes. Alors, est-ce qu'il est souhaitable pour les hommes de voir les choses telles qu'elles sont? Je ne sais pas. Je crois que les gens en sont généralement incapables. Alors, il est vrai que seul le monstre peut voir les choses telles qu'elles sont, puisque le monstre, il est sorti de l'humanité. Cioran ne profite guère de ce succès tardif en France et à l'étranger. Atteint de la maladie d'Alzheimer, il est hospitalisé à l'hôpital Broca, d'où il ne sort plus jamais, et où il s'éteint 4 ans plus tard, le 21 juin 1995. La mort est ce que la vie a inventé jusqu'ici de plus solide. C'est alors qu'éclate la polémique. Le soir même de son enterrement, un article du Monde lance l'attaque. Cioran a été, dans sa jeunesse, proche de la Garde de Fer, un mouvement crypto-fasciste roumain. Ainsi donc, l'adversaire des utopies a loué Hitler. Le parangon de la tolérance a été antisémite. À peine intronisé, le nouveau Dieu devient le diable. Mais qui est donc Cioran? Suis-je un renégat, comme vous l'insinuez? La patrie n'est qu'un campement dans le désert, est-il dit dans un texte tibétain. Je ne vais pas si loin. Je donnerai tous les paysages du monde pour celui de mon enfance. Encore me faut-il ajouter que, si j'en fais un paradis, les prestidigitations ou les infirmités de ma mémoire en sont seuls responsables. Poursuivis par nos origines, nous le sommes tous. Je suis né dans un village tout à fait dans la Carpac, en montagne, à 12 km de Sibiu-Hermannstadt. Alors j'aimais beaucoup les paysans. Vraiment, j'avais une sorte de culte pour eux. Ce village, je l'aimais énormément. Mon père étant prêtre, n'est-ce pas? Ma mère n'était pas croyante, curieusement, à cause de ça. Et elle était beaucoup plus indépendante d'esprit que mon père. Il avait la foi, mais en fait, ce n'était pas quelqu'un de fanatique, pas du tout. C'était son métier d'être prêtre.
împreună cu Preasfântul și Bunul și de viață Făcătorul Tău Duh, acum și pururea și în veci și în vecilor. Pace tuturor. Pope d'un grand village, le père de Sioran est un personnage important, un notable et un lettré, qui donnera plus tard des cours de théologie à la faculté orthodoxe de Sibiu. L'orthodoxie est alors en Transylvanie bien plus qu'une religion. C'est avec la langue le seul ciment national des Roumains. Bien que majoritaires, ils vivent depuis plusieurs siècles sous la domination hongroise. La famille Sioran est très unie. Naîtront successivement Virginia, dit Jika, puis Émile et enfin Aurel, dit Relou, avec qui Sioran correspondra toute sa vie. Au début, je méprisais ma mère. Mais un jour, elle m'a dit, pour moi, il n'y a que Bach. Et ça, à partir de ce moment-là, quand elle m'a dit ça, j'ai compris que je lui ressemblais. Quand j'évoque mes jeunes années dans les Carpates, il me faut faire un effort pour ne pas pleurer. C'est très simple. Je ne puis imaginer qu'il y ait quelqu'un dont l'enfance puisse se comparer à la mienne. Le ciel et la terre m'appartenaient, littéralement. Même mes appréhensions étaient heureuses. Je me levais et me couchais en maître de la création. Je connaissais mon bonheur et pressentais que j'allais le perdre. Une peur secrète rongeait mes jours. Je sentis, en cet après-midi de mon enfance, qu'un événement très grave venait de se produire. Ce fut mon premier réveil, le premier indice, le signe avant-coureur de la conscience. Jusqu'alors, je n'avais été qu'un être. À partir de ce moment, j'étais plus et moins que cela. Chaque moi commence par une fêlure et une révélation. Ce village, quand je l'ai quitté à 10 ans pour aller au lycée de Sibiu, je n'oublierai jamais le jour où mon père m'a emmené à Sibiu et je pleurais, avec une sorte de pressentiment que le paradis était fini. Le devoir d'un homme seul est d'être encore plus seul. À la dérive dans le vague, je m'accroche au moindre chagrin comme à une planche de salut. Ça, c'est pas mal. Les enfants qui ne rougissent pas de leurs parents sont irrévocablement condamnés à la médiocrité. Rien n'est plus stérilisant que d'admirer ses géniteurs. À la rentrée des classes de septembre 1921, Émile est mis en pension à Sibiu, où il suit les cours du lycée George et Lazare. La solitude, associée à l'ennui, est pour lui une découverte douloureuse. Il parlera plus tard d'un sentiment de chute dans le temps. Au fond, l'ennui, c'est axé sur le temps, sur l'horreur du temps, la peur du temps, la révélation du temps, la conscience du temps. Ceux qui ne sont pas conscients du temps ne s'ennuient pas. C'est pas le temps qui passe, c'est le temps qui ne passe pas. Excellent élève, Sioran accumule les très bien sur ses bulletins de notes. C'est aussi un grand lecteur. À la bibliothèque Astra, fondée au XIXe siècle par des nationalistes roumains, il se passionne pour Dostoïevski et découvre le XVIIIe siècle français, Voltaire, Diderot et Rousseau, dont il recopie des pages entières. Dans ma première jeunesse, écrira-t-il plus tard à son ami le philosophe Constantin Noïka, ne me séduisaient que les bibliothèques et les bordels.
Fondé par des colons allemands au XIIe siècle, Sibiu s'est d'abord appelé Hermannstadt et ne prit son nom actuel qu'en 1920, lors du rattachement de la Transylvanie à la Grande Roumanie. Sibiu est alors une ville cosmopolite, où on parle 3 langues, l'allemand, le hongrois et le roumain. En 1924, le père de Sioran est nommé protopope à Sibiu, archidiacre en quelque sorte. Sa famille vient le rejoindre et tous s'installent dans une grande maison bourgeoise, rue du Tribunal, à 2 pas de la cathédrale orthodoxe. 50 ans plus tard, Sioran écrira à son frère. Mon cher Rélou, je contemple avec une indicible nostalgie cette petite rue solitaire où j'aimerais tant me promener en ce moment. Impossible d'imaginer ma jeunesse sans elle. Le délabrement des maisons leur confère un supplément de poésie. Et la couleur de ces grands toits. Une ville pour adolescents et pour vieillards. Après mon village natal, c'est la ville que j'aime le mieux au monde, que j'aimais plutôt le mieux au monde, parce que c'est là que j'ai subi le grand drame de ma vie, n'est-ce pas, qui a duré plusieurs années. J'ai perdu le sommeil. Et ça, je considère que c'est le plus grand drame qui puisse arriver dans une existence. Je sortais vers minuit, vers 1h, et je me promenais dans les rues. Et il n'y avait que quelques putains et moi. Les nuits de Sibiu, c'est les moments les plus extraordinaires de ma vie. Pendant des heures, je me promenais la nuit, semblable à un fantôme. Les gens pensaient que j'avais l'esprit dérangé. L'insomnie poursuivra Sioran toute sa vie et effondra en partie sa vision du monde. Plus d'une fois, il m'est arrivé de sortir de chez moi, parce que si j'y étais resté, je n'étais pas sûr de pouvoir résister à quelque résolution soudaine. La rue est plus rassurante, parce qu'on y pense moins à soi-même, et que tout s'y affaiblit et s'y dégrade, en commençant par le désarroi. On apprend plus dans une nuit blanche que dans une année de sommeil. Autant dire que le passage à tabac est autrement instructif que la sieste. Le Bucarest où Sioran vient suivre les cours de la faculté de philosophie n'est plus la capitale paisible du petit royaume excentré de Moldavie-Valachie. C'est le centre industriel, financier et culturel d'un pays qui a presque doublé de superficie et de population. C'est une ville qui se veut élégante, européenne, le petit Paris des Balkans, que décrira quelques années plus tard Paul Morand dans un livre célèbre, Bucarest. Sioran s'intègre vite aux milieux intellectuels de la capitale. Il fréquente les lieux à la mode, Capcha, le Café Corso, la brasserie Caroul Koubéré. Cela ne l'empêche pas d'obtenir sa licence de philosophie avec mention bien et de publier à 23 ans son premier livre aux accents très nietzschéens, Sur les cimes du désespoir. La jeune génération roumaine des années 30, menée par Mircea Eliade, le futur grand historien des religions, le reconnaît d'emblée comme l'un des siens. Mais Sioran est déjà loin. Ayant obtenu une bourse, il part étudier en Allemagne, à Berlin d'abord, puis à Dresde et enfin à Munich. Il assiste à l'installation de la dictature hitlérienne. Il voit les autodafés, les pogroms de la nuit de cristal, les grands rassemblements nazis. Et le futur sceptique s'enthousiasme. Correspondant de l'hebdomadaire roumain d'extrême droite Vremea, Le Temps, il loue le style de vie du nazisme,
son héroïsme, son mysticisme. Il applaudit à la liquidation des SA pendant la nuit des longs couteaux. Il écrit enfin « Il n'y a pas d'homme politique dans le monde d'aujourd'hui qui m'inspire plus de sympathie et d'admiration que Hitler. » De retour dans son pays en proie à une crise politique permanente, Cioran publie un livre nationaliste, La transfiguration de la Roumanie, qui contient des chapitres antisémites. Tout en louant dans les Juifs le peuple le plus intelligent, le plus doué et le plus insolent du monde, il écrit aussi « Nous devons comprendre une fois pour toutes que les Juifs ne sont pas intéressés à vivre dans une Roumanie forte et consciente d'elle-même. » Mais Cioran n'est pas un activiste. C'est un exalté qui s'enthousiasme pour la garde de fer, un étrange mouvement fasciste mais aussi mystique. Son leader, Codreanu, le capitaine, veut opérer une régénération morale de la Roumanie. Mais contrairement à Mircea Eliade et à la majeure partie de la jeune intelligentsia roumaine, Cioran n'adhérera jamais au mouvement légionnaire. Dans un texte retrouvé après sa mort, sans doute écrit dans les années 50, Cioran fera son autocritique. Je m'y connais en obsession. J'en ai éprouvé plus que quiconque. Je sais quelle emprise une idée peut avoir sur vous, jusqu'où elle peut vous mener, entraîner, terrasser, les dangers de folie auxquels elle vous expose, l'intolérance et l'idolâtrie qu'elle implique, le sans-gêne sublime auquel elle vous oblige. Ainsi, il m'advint bien avant la trentaine de faire une passion pour mon pays, une passion désespérée, agressive, sans issue, qui me tourmenta pendant des années. Mon pays. Je voulais à tout prix m'y accrocher et je n'avais pas à quoi. Je ne lui trouvais aucune réalité, ni dans le présent, ni dans le passé. Je le voulais puissant, démesuré et fou, comme une force méchante, une fatalité qui ferait trembler le monde, et il était petit, modeste, sans aucun des attributs qui constituent un destin. Une espèce de mouvement se constitua vers ce temps-là, qui voulait tout réformer, même le passé. Je n'y crus sincèrement un seul instant, mais ce mouvement était le seul indice que notre pays pût être autre chose qu'une fiction. Et ce fut un mouvement cruel, mélange de préhistoire et de prophétie, de mystique de la prière et du revolver, et que toutes les autorités persécutèrent et qui cherchaient à être persécutées. Car il avait commis la faute inexpiable de concevoir un avenir à ce qui n'en avait pas. Tous les chefs en furent décapités, leurs cadavres furent jetés à la rue, ils eurent, eux, un destin, ceux qui dispensaient le pays, lui, d'en avoir un. Ils rachetaient leur patrie par leur démence, car ce furent des martyrs sanguinaires. Nous, les jeunes de mon pays, vivions d'insensés, c'était notre pain quotidien. Placés dans un coin de l'Europe, méprisés ou négligés par l'univers, nous voulions faire parler de nous. Faire de l'histoire, c'était le mot qui revenait sans cesse sur nos lèvres, c'était le maître mot. J'écrivis à l'époque un livre sur mon pays. Peut-être personne n'a attaqué le sien avec une violence pareille. Ce fut l'élucubration d'un fou furieux. C'était comme l'hymne d'un assassin ou la théorie hurlante d'un patriote sans patrie. J'avais soif d'inexorable. C'était le bon temps. Je croyais au prestige des passions malheureuses. J'adorais l'épreuve. Le fait est qu'en ce temps-là, j'avais un insatiable besoin de folie agissante. Il me fallait détruire, et je passais mes jours à concevoir des images d'anéantissement. L'idée que quelque chose existât et pût exister sans se soucier de ma volonté de destruction me donnait des crises de rage, me faisait trembler des nuits entières. Et c'est alors que je compris pourquoi la méchanceté de l'homme dépasse de beaucoup celle de l'animal. Elle hait tout, alors que celle de la bête ne dure qu'un instant et ne s'applique qu'à l'objet immédiat. Mais la nôtre atteint de telles proportions que, ne sachant plus qui détruire, elle se fixe sur nous-mêmes. Ainsi, il en fut de moi. Je devins le centre de ma haine. J'avais haï mon pays, tous les hommes et l'univers. Il me restait de m'en prendre à moi. Ce que je fis par le détour du désespoir.
1937, Sioran, après avoir obtenu une bourse, quitte définitivement la Roumanie et s'installe à Paris. On doit se ranger du côté des opprimés en toutes circonstances, même quand ils ont tort, sans pourtant perdre de vue qu'ils sont pétris de la même boue que leurs oppresseurs. Ayant toujours vécu avec la crainte d'être surpris par le pire, j'ai, en toutes circonstances, essayé de prendre les devants en me jetant dans le malheur bien avant qu'il ne survint. Quelqu'un est mort, non pas quand il cesse d'aimer, mais de haïr. La haine conserve. Depuis 25 ans, je vis dans les hôtels. Cela comporte un avantage. On n'est fixé nulle part, on ne tient à rien, on mène une vie de passant. Sentiment d'être toujours en instance de départ, perception d'une réalité suprêmement provisoire. Sioran loge tout d'abord rue du Sommerard, non loin de la Sorbonne, où il est censé préparer un doctorat de philosophie sur Bergson. Il ne le commencera jamais. Je suis sans doute l'homme le plus inoccupé du monde, ironise-t-il. Il fallait tout faire pour ne pas gagner ma vie. Et accepter toute humiliation. Pour être libre, il faut supporter n'importe quelle humiliation. C'était ça, presque le programme de ma vie. C'est pour ça que, vous savez, à Paris, j'avais très bien organisé ma vie, mais ça n'a pas marché comme je voulais. J'ai toujours vécu ici au quartier, comme étudiant. Et même, je peux vous dire que jusqu'en 1950, j'étais inscrit, immatriculé à la Sorbonne, et j'ai vécu comme étudiant. J'ai vécu vraiment comme étudiant. En 1950, j'ai été convoqué, on m'a dit, écoutez, vous avez maintenant 40 ans, c'est fini, vous ne pouvez plus manger dans les cantines, etc. Et ça a été pour moi le plus grand coup, je dois dire. C'est-à-dire que j'ai vécu en parasite de l'université, alors que je n'avais rien de commun avec cette université. Si ça avait pu continuer, mon plan de vie était arrêté. Donc jusqu'à ma mort, j'aurais vécu comme étudiant. Pendant l'occupation, Sioran mène une vie de bohème. Tous les après-midi, il se rend au Café de Flore pour, dit-il, se chauffer. Il y croise Sartre, sans jamais l'aborder. Il le qualifie d'entrepreneur d'idées et non de philosophe. En fait, il fréquente surtout des Roumains, Ionesco et le grand essayiste juif Benjamin Fondane, qui mourra en déportation en 1944, malgré les efforts de Sioran pour le sauver. Tous les jours, il se rend à la bibliothèque de l'église roumaine de Paris. J'ai plus appris de roumain dans mes premières années en France que dans toute ma jeunesse en Roumanie, avoue-t-il. Bref, Sioran se laisse aller. Le type qui se lève le matin, il a l'illusion de commencer quelque chose. Mais si vous veillez toute la nuit, vous ne commencez rien. Pour l'insomniaque, il n'y a pas de différence entre le jour et la nuit. C'est une sorte de temps interminable. Sioran entreprend alors de découvrir la France à bicyclette. Pendant des mois, comme ça, j'étais dans les auberges de la jeunesse. Et c'est l'effort physique, faire 100 km à la journée. Ça m'a retapé, ça veut dire que de surmonter la crise. Grâce à ces voyages, on lui renouvelle sa bourse d'études. Si sa thèse de doctorat n'avance pas, du moins apprend-il à connaître notre pays. Du temps que je partais en vélo pour des mois à travers la France, mon plus grand plaisir était de m'arrêter dans des cimetières de campagne, de m'allonger entre deux tombes et de fumer ainsi des heures durant. J'y pense comme à l'époque la plus active de ma vie. J'étais donc près de Dieppe, dans un village, et j'essaie de traduire Mallarmé en roumain. Et d'un coup, je me dis que c'est totalement inepte. Mais pourquoi? Je ne suis pas doué pour ça. Et c'est subitement, d'un coup, j'ai pris la décision d'écrire en français. Ça s'est révélé beaucoup plus difficile que je n'aurais cru. Sioran se convertit au français. Une décision qui va tout changer pour lui.
ce serait entreprendre le récit d'un cauchemar que de vous raconter par le menu l'histoire de mes relations avec cet idiome d'emprunt, avec tous ces mots pensés et repensés, affinés, subtils jusqu'à l'inexistence, courbés sous les exactions de la nuance, inexpressifs pour avoir tout exprimé, effrayants de précision, chargés de fatigue et de pudeur, discrets jusque dans la vulgarité. Une syntaxe d'une raideur, d'une dignité cadavérique les enserre et leur assigne une place d'où Dieu même ne pourrait les déloger. Quelle consommation de café, de cigarettes et de dictionnaires pour écrire une phrase tant soit peu correcte dans cette langue inabordable, trop noble et trop distinguée à mon gré. Je ne m'en aperçus malheureusement qu'après coup, et lorsqu'il était trop tard pour m'en détourner. Sans quoi, je n'eusse jamais abandonné la nôtre, dont il m'arrive de regretter l'odeur de fraîcheur et de pourriture, le mélange de soleil et de bouse, la laideur nostalgique, le superbe débraillement. On n'habite pas un pays, on habite une langue. Une patrie, c'est cela et rien d'autre. Sioran commence la rédaction du précis de décomposition. L'écriture de ce premier livre en français lui prend 2 longues années, nécessite pas moins de 4 réécritures intégrales. Le précis était une explosion. En l'écrivant, j'avais l'impression d'échapper à un sentiment d'oppression avec lequel je n'aurais pu continuer longtemps. Il fallait respirer, il fallait éclater. Je ressentais le besoin d'une explication décisive, non pas tant avec les hommes qu'avec l'existence comme telle, qu'il m'aurait plu de provoquer en combat singulier, ne fût-ce que pour voir qui l'emporterait. Avec le précis, Sioran se détache de son extrémisme de jeunesse. Généalogie du fanatisme. Gibet, cachot, bagne ne prospèrent qu'à l'ombre d'une foi, de ce besoin de croire qui a infesté l'esprit pour jamais. Le diable paraît bien pâle auprès de celui qui dispose d'une vérité, de sa vérité. Publié en 1949, le précis a droit à un article d'1 page entière dans Combat, le grand quotidien intellectuel de l'époque. 3 ans plus tard, paraissent les syllogismes de l'amertume. En 10 ans, ce livre ne se vend qu'à 200 exemplaires, alors qu'aujourd'hui c'est son recueil d'aphorismes le plus lu. J'étais totalement inconnu, vous savez, pendant 30 ans. Mes livres ne se vendaient pas du tout. Mais j'ai peut-être bien accepté cette condition. Ça correspondait aussi à ma vision des choses. Les seules années importantes, c'est les années d'anonymat. Parce que être inconnu, c'est une volupté. Pour me présenter dans les salons, parce que il fut un temps où j'aimais boire du whisky, j'allais dans des réceptions comme ça. Je me présentais partout comme ça, l'ami de Ionesco et de Beckett. Ce fut, avant la gloire, comme un mot de passe sur Sioran. Quand on tombait sur un lecteur, on se sentait mystérieusement assuré d'une complicité et non moins mystérieusement encore assuré d'une indulgence. Que Sioran puisse conduire à l'indulgence, ça aussi, c'est un de ces paradoxes. S'il me fallait renoncer à mon dilettantisme, c'est dans le hurlement que je me spécialiserais. Un grand caractère n'est pas ouvert, mais fermé. Sa force réside dans ses refus massifs. Sioran est entièrement à contre-courant des idées dominantes. Alors que triomphe la norme sartrienne de la littérature engagée, il publie son grand livre politique, Histoire et Utopie, qui au nom du réalisme dénonce les effets mortifères du rêve en politique. Quelle que soit la grande ville où le hasard me porte, j'admire qu'il ne s'y déclenche pas tous les jours des soulèvements, des massacres, une boucherie sans nom, un désordre de fin du monde. Comment, sur un espace aussi réduit, tant d'hommes peuvent-ils coexister sans se détruire, sans se haïr mortellement? Au vrai, ils se haïssent, mais ils ne sont pas à la hauteur de leur haine.
Cette médiocrité, cette impuissance sauve la société, en assure la durée et la stabilité. Mais j'admire encore davantage que la société étant ce qu'elle est, certains se soient évertués à en concevoir une autre toute différente. D'où peut bien provenir tant de naïveté ou tant de folie? Nous n'agissons que sous la fascination de l'impossible. Autant dire qu'une société incapable d'enfanter une utopie et de s'y vouer est menacée de sclérose et de ruine. Mais utopie, rappelons-le, signifie nulle part. Et d'où seraient-elles ces cités que le mal n'effleure pas, où l'on bénit le travail et où personne ne craint la mort? On y est astreint à un bonheur fait d'idylles géométriques, d'extases réglementées, de 1000 merveilles écœurantes, telles qu'en présente nécessairement le spectacle d'un monde parfait, d'un monde fabriqué. L'utopie, c'est le grotesque en rose, le besoin d'associer le bonheur, donc l'invraisemblable, au devenir, et de pousser une vision optimiste, aérienne, jusqu'au point où elle rejoint son point de départ, le cynisme qu'elle voulait combattre. En somme, une féerie monstrueuse. Mais la vie est rupture, hérésie, dérogation aux normes de la matière. Et l'homme, par rapport à la vie, est hérésie au second degré, victoire de l'individuel, du caprice, apparition aberrante, animal schismatique que la société, somme de monstres endormis, vise à ramener dans le droit chemin. Sa réputation est faite. Cioran est un pessimiste. Ce qui me gâte la grande révolution, celle de 89 sans doute, c'est que tout s'y passe sur une scène, que les promoteurs en sont des comédiens nés, que la guillotine n'est qu'un décor. L'histoire de France, dans son ensemble, paraît une histoire sur commande, une histoire jouée d'avance. Tout y est parfait du point de vue théâtral. C'est une représentation, la Révolution, une suite de gestes, d'événements qu'on regarde plutôt qu'on ne subit, un spectacle de 10 siècles. De là, l'impression de frivolité que donne même la terreur, vue de loin. Je crois qu'il s'était contenté de voir mai 68, mais que ça n'en avait pas beaucoup troublé. Il faut dire qu'un pessimiste ne peut pas adhérer à beaucoup d'illusions. Les dernières feuilles tombent en dansant. Il faut une grande dose d'insensibilité pour faire face à l'automne. Après Histoire et Utopie, il va publier un ouvrage tous les 3 ou 4 ans, dont les titres résonnent comme autant de déclarations d'intention. Au début des années 70, grâce à la sœur d'un de ses admirateurs, Cioran emménage dans son appartement légendaire de la rue de l'Odéon. Cela sert parfois d'écrire des livres. Contrairement à sa réputation d'ermite, il vit depuis 1947 avec sa compagne, Simone Boué. Si un écrivain vit avec une femme qui gagne de l'argent, c'est un proxénète. En ce sens, j'ai été moi aussi un proxénète, commente-t-il avec ironie. S'il lit et écrit beaucoup, il voit aussi beaucoup de monde. Comme il le raconte dans les exercices d'admiration, Henri Michaud l'emmène voir des films scientifiques au Musée de l'Homme. Il rencontre régulièrement Beckett au Luxembourg. Et son amitié avec Ionesco est intacte. Détaché des enjeux de l'histoire, sa quête n'est plus qu'intérieure. Comment vivre? Comment exister? La question centrale de la philosophie depuis l'Antiquité. Ce qui m'a sauvé, c'est l'idée de suicide. Et sans l'idée de suicide, je me suis sûrement tué. Mais ce qui m'a permis de vivre, c'est que j'avais ce recours toujours en vue. Et vraiment, sans cette idée, je n'aurais pas pu supporter la vie.
l'impression d'être coincé ici-bas, n'est-ce pas, je ne sais pas quoi. C'est toujours, pour moi, l'idée de suicide toujours liée à l'idée de liberté. Nous sommes tous des farceurs, nous survivons à nos problèmes. La désolation qu'expriment les yeux du gorille, la désolation. Un mammifère funèbre, le gorille. Je descends de son regard. J'ai remarqué que dans la vie, il y a très peu d'êtres qui aient compris. Vous pouvez rencontrer de très grands écrivains qui n'ont rien compris. Des gens qui ont énormément de talent, qui ne valent rien. Au contraire, vous rencontrez quelqu'un dans la vie, comme ça, dans un bistrot, qui est une révélation, c'est un homme qui a approfondi, qui s'est frotté aux grands problèmes, n'est-ce pas? Une concierge inquiète. Elle est plus intéressante qu'un philosophe satisfait de lui-même, n'est-ce pas, infatué, n'est-ce pas? C'est vraiment... j'ai énormément appris dans la vie au contact de toutes sortes d'êtres. Et en ce sens, je peux dire que je n'ai pas énormément fréquenté les milieux intellectuels. Et parce que j'aime parler avec des inconnus. J'aime assez le peuple, si vous voulez. Et ça vient de Roumanie, au fond, je dois dire. J'étais même profondément touché par des gens qui n'avaient jamais lu un livre, etc. Comme je me promenais à une heure tardive dans cette allée bordée d'arbres, une châtaigne tomba à mes pieds. Le bruit qu'elle fit en éclatant, l'écho qu'il suscita en moi et un saisissement hors de proportion avec cet incident infime me plongèrent dans le miracle, dans l'ébriété du définitif, comme s'il n'y avait plus de questions, rien que des réponses. J'étais ivre de 1000 évidences inattendues dont je ne savais que faire. C'est ainsi que je faillis toucher au suprême, mais je crus préférable de continuer ma promenade. Bien que devenu apatride, Sioran garde le contact avec son pays, notamment par ses lettres à son frère Aourel. Mon cher Rélou, 1 an depuis la mort de notre mère, cela me semble infiniment lointain. Au bout d'un certain temps, tout devient irréel, même le souvenir qu'on garde de quelqu'un qu'on a aimé. Pourtant, je pense souvent à notre mère, à tout ce qu'elle avait d'exceptionnel, à sa vivacité, à sa vanité, pourquoi pas, et surtout à sa mélancolie dont elle nous a transmis le goût et le poison. Êtes-vous allé à Rachinard? Essaye de ne pas trop songer à ces pertes que nous avons faites. As-tu pris des vacances? Écris-moi, affectueusement. Depuis Des larmes et des saints, son 3e livre écrit en Roumanie, Sioran s'intéresse aux mystiques. Ce qui le retient chez eux, c'est l'aventure verticale, la volonté de parler d'égal à égal avec Dieu, de sortir de la vie, la révolte. Au fond, pour moi, l'acte d'écrire est une sorte de dialogue, je dis avec Dieu. Je ne suis pas croyant. Je ne suis pas croyant, mais je ne peux pas dire que je sois un croyant. Non? Mais pour moi, la rencontre avec Dieu, c'est peut-être dans l'acte d'écrire. Ça veut dire une solitude qui rencontre une autre. Une solitude en face d'une autre solitude. Dieu étant plus seul que soi, qu'on n'est que soi-même. Quel dommage que pour aller à Dieu, il faille passer par la foi. Je ne voudrais pas vivre dans un monde vidé de tout sentiment religieux. Je ne songe pas à la foi, mais à cette vibration intérieure qui, indépendante de quelque croyance que ce soit, vous projette en Dieu et quelquefois au-dessus. Sans Bach, la théologie serait dépourvue d'objets, la création fictive, le néant péremptoire. S'il y a quelqu'un qui doit tout à Bach, c'est bien Dieu. Je dirais qu'une de mes grandes passions, très très grande passion, ça a été Bach. Ça a été une très 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 grande passion et qui est restée, c'est peut-être de toutes mes passions, c'est celle qui est restée absolument intacte. Je dois dire que même ma passion pour Dostoïevski a diminué, mais pas celle pour Bach.
ça a été pour moi une espèce de religion. Ce lucide, qui a fait vœu de la plus extrême clairvoyance, ne peut décidément pas croire. J'ai toujours vécu dans des contradictions et n'en ai jamais souffert. Si j'avais été un être systématique, j'aurais dû mentir pour devoir trouver une solution. Or, non seulement j'ai accepté ce caractère insoluble des choses, mais j'y ai même trouvé une certaine volupté, la volupté de l'insoluble. Je n'ai jamais cherché à aplanir, à réunir, ou, comme disent les Français, à concilier l'irréconciliable. J'ai toujours pris les contradictions comme elles venaient, aussi bien dans ma vie privée que dans la théorie. Je n'ai jamais eu de but, je n'ai cherché à trouver aucun résultat. Je crois qu'il ne peut y avoir, aussi bien en général que pour soi, ni résultat ni but. Tout est non pas sans sens, le mot me dégoûte un peu, mais sans nécessité. Ce refus de toute transcendance devrait logiquement mener Sioran au réalisme intégral. Mais ce serait là aussi une impasse, car la lucidité a un prix, l'inaction. Tenté par la sagesse bouddhiste, malgré tous ses efforts pour l'atteindre, Sioran reste un occidental tourmenté, incapable de sortir de son moi. Toute connaissance poussée jusqu'au bout peut être dangereuse et malsaine, parce que la vie est supportable uniquement parce qu'on ne va pas jusqu'au bout. Une entreprise n'est possible que si on a un minimum d'illusions. La lucidité complète, c'est le néant. Je ne suis pas né sur rien, vous savez, c'était difficile à dire. Je suis sûrement un négateur, n'est-ce pas? Mais même la négation, c'est une négation. C'est pas une négation abstraite, donc un exercice. C'est une négation qui est viscérale, n'est-ce pas, qui est donc une affirmation malgré tout, n'est-ce pas? C'est une explosion. Est-ce qu'une gifle est une négation? Donner une gifle, n'est-ce pas, quelque chose. C'est une affirmation. C'est une affirmation. C'est une affirmation, mais ce que je fais, c'est des négations qui sont des gifles, n'est-ce pas? Donc c'est des affirmations. Le fait que la vie n'ait aucun sens est une raison du vivre, la seule du reste. Les vérités. Nous ne voulons plus en supporter le poids ni en être dupes ou complices. Je rêve d'un monde où l'on mourrait pour une virgule. Enfin apaisé, devenu presque un sage, Sioran se réconcilie avec la vie par le biais du style. Le style représente en effet pour lui bien plus qu'une exigence littéraire, un art de vivre, une éthique dandy, fondée sur l'élégance, la mesure, la grâce, le silence. Mais en 1987, après Aveux et anathèmes, Sioran pose définitivement son stylo. J'en ai assez de pester contre le monde et contre Dieu. À quoi bon? C'est le ton aussi qui est important. On a un ton. Et ça, c'est vraiment mystérieux, parce qu'on ne peut pas le définir, et on peut seulement le sentir. Il y a une sorte d'irréalité, au fond, dans tout ce qui est littérature, comme tout ça, c'est ce qu'on appelle le manque de nécessité. Mais dans le commerce quotidien avec les êtres, c'est la même chose. Écoutez, vous rencontrez un type, vous n'avez pas vu depuis longtemps. Vous parlez pendant des heures, mais c'est le néant. Vous rencontrez d'autres, un type qu'on n'avait pas vu depuis longtemps, et ensuite, vous rentrez chez vous bouleversé. C'est ça la vraie originalité des êtres. On dit « tel n'a pas de talent, il n'a qu'un ton ». Mais le ton est justement ce qu'on saurait inventer, avec quoi on est. C'est une grâce héritée, le privilège qu'ont certains de faire sentir leur pulsation organique. Le ton, c'est plus que le talent, c'en est l'essence. Modèle de style, le juron, le télégramme et l'épitaphe. Ce qu'il y a de mystérieux, c'est cette vitalité qui vous pousse à faire quelque chose. Et peut-être c'est ça la vie, parce qu'on pourrait employer des grands mots.
c'est qu'on fait des choses auxquelles on adhère sans y croire. C'est à peu près ça. Au fond, avec l'âge, tout s'épuise, même le cynisme. Moi, je n'ai pas dépassé le cynisme comme attitude théorique. Je ne l'ai pas dépassé. Mais on le dépasse sur le plan affectif, c'est-à-dire que tout s'use. C'est que je n'ai aucune raison de revenir sur ce que j'ai écrit. Je veux dire, je me suis trompé, les choses au fond, c'est pas si terrible que ça. Non. Mais les choses qu'on a exprimées, on y croit un peu moins. Pourquoi? Parce que elles, c'est les tâches de vous. En ce sens, vraiment, le fait d'écrire, ça c'est connu, tout le monde le sait, le dit, n'est-ce pas? Le fait d'écrire est une sorte quand même de profanation. Parce que les choses auxquelles vous croyez intégralement, à partir du moment où vous les avez dites, elles comptent moins pour vous. Il y a bien sûr l'amour, et je me suis souvent demandé, quand on a tout deviné, tout percé du regard, comment peut-on encore s'amouracher de quoi que ce soit? Pourtant, cela arrive. C'est même ce qu'il y a de vrai et d'intéressant dans la vie. On peut douter absolument de tout, s'affirmer nihiliste et pourtant tomber amoureux comme le plus grand des idiots. Cette impossibilité théorique de la passion, mais que la vie réelle ne cesse de déjouer, fait que la vie a un charme certain, incontestable, irrésistible. On souffre, on rit de ses souffrances, mais cette contradiction fondamentale est peut-être finalement ce qui fait que la vie vaut encore la peine d'être vécue. Le fait de vivre, n'est-ce pas, est une chose si extraordinaire, justement, qu'on en a vu les choses telles qu'elles sont. Que cette vie qui est totalement dépréciée, disons dans l'ordre théorique, elle paraît extraordinaire sur le plan pratique. Ça veut dire que vivre contre l'évidence. Okay? Chaque moment devient une sorte d'héroïsme. Après tout, je n'ai pas perdu mon temps. Moi aussi, je me suis trémoussé comme tout un chacun dans cet univers aberrant. Nous sommes tous au fond d'un enfer dont chaque instant est un miracle.